Bienvenue sur le podcast de la SHLMR. Ici, on donne la parole aux gens qui imaginent, qui construisent et qui accompagnent les quartiers de demain. Donc construire du logement social à La Réunion, c'est aussi faire face à des difficultés. L'urgence démographique, le foncier qui devient de plus en plus rare, les coûts qui augmentent, mais aussi les normes croissantes et même l'urgence écologique. Donc aujourd'hui, j'accueille Valérie Lenormand, la directrice générale de la SHLMR, mais aussi la présidente de l'ARMOS. Donc bienvenue Valérie, enchantée, merci d'être présente aujourd'hui. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Donc Valérie, c'est vrai que c'est une émotion quand même parce que j'interviewe quand même ma patronne, ce qui n'est pas négligeable, voilà, c'est ça. Donc pour les auditeurs et les téléspectateurs, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît ? Oui, donc Valérie Lenormand, je suis donc, comme tu viens de le dire, la directrice générale de la SHLMR, la présidente de l'ARMOS. L'ARMOS, c'est l'association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux. C'est la fédération qui regroupe les différents bailleurs et on tourne tous les 2 ans globalement. Donc, ce n'est pas une fonction que je vais occuper encore longtemps. Voilà, je suis arrivée à la SHLMR maintenant il y a presque 15 ans. D'abord, au départ, comme directrice de mission. Ça s'appelait l'Odéum Géry. Donc, l'idée, c'était de développer la filière d'achat en VFA et de financer le logement social par la DEFISC. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. Voilà, et au fil des années, j'ai évolué pour finir directrice générale. Ok. Au dernier épisode avec Cara, je lui avais demandé un petit peu c'était quoi son parcours d'école, puisque ça peut inspirer aussi des personnes. Donc, comment est-ce que tu as fait pour devenir directrice générale aujourd'hui de la SHLMR ? Alors, en termes de formation, je suis ingénieure en génie civil et urbanisme d'une école d'ingénieurs qui est l'INSA de Lyon. Et j'encourage beaucoup, je pense, que les filles à aller vers les écoles d'ingénieurs, parce que vous voyez, on peut être ingénieur et pas être condamné toute sa vie à mettre ses mains dans le cambouis ou à faire des calculs. Ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Donc, j'ai commencé comme ingénieur sur le terrain, comme dans la maîtrise d'œuvre, dans un bureau d'études qui dimensionnait les bâtiments. Et j'ai commencé à La Réunion. Donc, j'ai dimensionné quelques-uns des bâtiments de la SHLMR d'ailleurs, donc c'est un peu, pas que, mais... Et puis après, je me suis tournée vers ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, donc j'ai travaillé à la Sodiac, où là j'ai fait de tout, c'est-à-dire pas du logement social, mais de l'aménagement, l'endiguement de la rivière Saint-Denis. Enfin voilà, j'ai eu un parcours qui m'a permis de faire plein d'ouvrages différents et sous des angles différents. Donc voilà, je pense que s'il y a un message, c'est que la formation ne conditionne pas toute sa vie, c'est un tremplin et il ne faut pas que les filles, les jeunes femmes aient peur des écoles d'ingénieurs. Et c'est un beau message puisque du coup, tu étais dans un métier finalement qui était très stéréotypé homme et aujourd'hui, tu es à la tête justement de la SHLMR, c'est le premier bailleur social à La Réunion. Du coup, je dirais, mais qu'est-ce que ça fait justement de diriger une telle entreprise ? Je ne sais pas si ça doit faire quelque chose. Voilà, je pense que c'est peut-être l'aboutissement d'un parcours. C'est satisfaisant parce qu'après avoir fait plein de choses dans sa vie, toujours un peu en lien avec la construction, de près ou de loin, et la maîtrise d'ouvrage, vous dites qu'aujourd'hui, vous avez une capacité à finalement agir des leviers, actionner des leviers que vous n'aviez pas quand vous étiez plus jeune. Je crois que c'est surtout ça. Okay. C'est le fait d'avoir une satisfaction, de contribuer vraiment au développement du territoire qu'est La Réunion, auquel je suis très attachée. Au top, ça fait plaisir d'avoir ce côté personnel-là. Donc on va entrer dans le vif du sujet et je voulais voir avec toi combien de logements sociaux est-ce qu'on a réalisé, est-ce qu'on a sorti cette année ? Alors l'année dernière, la SHLMR, elle a livré 702 logements exactement, ce qui est une bonne année de livraison, mais qui n'a rien d'exceptionnel et rien de complètement satisfaisant d'ailleurs. Par rapport aux 50 000 demandeurs, on peut se dire que c'est un peu juste. La tendance pour 2025, elle reste à peu près la même. Alors, pas tellement parce qu'on est sur une tendance constante, mais parce que les chantiers prennent du retard et que les livraisons s'étalent, ce qui n'est pas un bon signe en fait. Donc, et puis dans les 700 logements, on a quand même 165, je crois, logements qui ne sont pas des logements sociaux sur les 702. Ça veut dire que globalement, on a livré 500-550 logements sociaux. C'est insuffisant par rapport à la demande, par rapport aux besoins du territoire. C'est plus que les autres, mais je pense qu'il ne faut pas faire de l'autosatisfaction et quand même avoir un regard lucide sur le fait que même si le chiffre paraît important, c'est insuffisant. Et ça ne va probablement pas s'arranger dans les années qui viennent, puisqu'on se rend compte qu'on se fait financer. C'est la première étape, c'est d'obtenir l'accord de l'État sur les financements. On s'en fait financer moins.
et donc on en livrera probablement, et pas de machine extraordinaire, moins dans les années à venir. Il faut qu'on arrive à relancer la machine de production du logement social à La Réunion de façon un peu plus soutenue, parce que les crises du logement qu'on connaît, elle ne va faire que s'accentuer, avec des situations qui deviennent parfois critiques pour certaines familles. On commence avec un message fort, mais je pense qu'il est quand même important de comprendre pourquoi est-ce que construire des logements sociaux, c'est compliqué d'après toi. Alors, ça ne devrait pas être compliqué. Après, construire, ce n'est pas un acte mineur, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On se dit souvent, et les maires aimeraient qu'on aille plus vite, c'est normal, ils travaillent à l'échelle d'un mandat, mais il y a quand même pas mal d'étapes. Alors, c'est compliqué déjà parce qu'on est sur un petit territoire, il faut trouver du foncier, et le foncier, il ne se reproduit pas, donc il est de plus en plus contraint. On doit préserver l'agriculture, on doit préserver des espaces naturels. Et en plus, il faut construire du logement social là où il y a des services, là où il y a des écoles, là où il y a de l'emploi. Donc, ça veut dire que ces fonciers-là sont de plus en plus rares, de plus en plus chers. Et puis, parfois, ne sont même pas aménagés, parce qu'un foncier tout seul, ça ne sert pas à grand-chose si on n'a pas de raccordement à l'eau pluviale, qui est un vrai sujet à La Réunion, raccordement en eau usée, enfin tout ça, il faut que l'eau, l'électricité puissent être à proximité. Donc ça, c'est déjà la première contrainte, mais ce n'est pas la seule. Parce qu'il y a des fois, on se cache derrière ça. Après, il y a le prix de tout ça. C'est-à-dire que construire, ça a un coût. En fonction des contraintes, ça va être plus ou moins élevé. On l'a vu hier, on a posé la première pierre d'une opération. Je disais, le logement nous coûte 300 000 €. C'est énorme pour un logement social. Parce que derrière, ce qui permet d'équilibrer le coût, c'est le loyer. Et notre objectif, c'est de sortir des loyers bas pour une population qui a du mal à se loger. Donc, voilà. Donc le coût des travaux n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Et qui fait que ça nous complexifie la tâche, parce qu'il faut rentrer dans la même équation, un loyer bas, avec des financements qui sont assez similaires, mais un coût de construction qui a pris globalement 20-25%. Et puis derrière, il y a des contraintes, je dirais, politiques et sociales. Faire du logement social, ça veut dire qu'on est porté, ça veut dire que tout le monde nous donne l'autorisation de le faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que déjà de construire, il y a parfois des enjeux écologiques. On se dit, on préférait faire des espaces verts que du béton. Voilà, mais la construction, c'est du béton ou de l'assimiler. Et puis, l'image du logement social n'est pas excellente aujourd'hui. On a fait une petite étude à l'Armos, on voit bien que ce n'est pas toujours vécu comme ce que ça devrait être d'ailleurs, un atout. Les riverains ne le voient pas d'un bon œil. Et puis, certains élus, aujourd'hui, ont peur de la non-mixité. Et on ne va pas leur jeter la pierre. La construction de logements privés est très limitée aujourd'hui, avec l'arrêt des mesures qui existent pour aider fiscalement à l'investissement. Ça n'existe plus, donc même les promoteurs nous font du logement social. Mais on ne peut pas faire que du logement social sur un territoire. Il faut faire du logement pour tout le monde et organiser cette mixité. Parce qu'on assimile des fois, souvent, la délinquance et les problématiques sociales au logement social. Bon. Les nuisances, on ne les trouve pas que dans le parc social, je peux te le dire. Qui ne l'a pas vécu à côté de chez soi et que ça ne vienne pas toujours du logement social. Et tout ça, c'est des freins complémentaires qu'il faut intégrer en fait dans la construction. Parce qu'on n'est qu'un outil de la politique du logement. On ne la fait pas. On va construire du logement là où on peut, c'est une étape, mais là où on en veut. Voilà, c'est un travail d'équipe. Voilà. C'est un travail d'équipe, puis c'est un travail aussi politique. Voilà. Donc il y a toutes ces contraintes aujourd'hui qui rend la production de logement social plus compliquée. Mais on le voit aussi au niveau national, ce n'est pas propre au territoire de La Réunion. Politique du logement aujourd'hui, et pas depuis quelques années, la priorité des priorités. Et on s'enlise dans une crise du logement sur certains secteurs, certains territoires qui devient très importante. Du coup, je voulais rebondir sur une de tes réponses tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, ça fait qu'1 an que je suis à la SH Les Maires. Et à chaque fois qu'on fait une pose de première pierre ou une inauguration, je me rends compte en fait des délais de construction en fait. Donc hier, on était à Jean Petit pour la pose de première pierre de Jean-Jules Loireau. Et moi, j'ai découvert qu'il y a eu une étude pendant 4 ans pour dire que ce terrain était OK pour qu'on construise dessus. Et en fait, je pense qu'on n'imagine pas le temps que ça prend pour étudier et faire sortir un bâtiment d'un terrain. Pour toi,
en moyenne, combien de temps ça prend pour sortir de terre un logement ou une résidence? Alors, classiquement, on considère qu'il faut 4 à 5 ans entre le moment où on décide, à partir d'un foncier, de lancer une opération Mhm. et le moment où on la livre. Mais ça peut prendre 10 ans. Voilà. 4 à 5 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'aléas. Voilà. Hein, que tout ce qu'on s'était imaginé, ça peut passer dans l'ordre. Mais ça ne marche pas comme ça à chaque fois, en fait. Donc c'est vrai, quand on a dit 4 ans la dernière fois, enfin hier, c'était même pas 4 ans, parce que c'était 4 ans depuis le permis de construire. Mais avant le permis de construire, il y avait déjà eu une bonne année d'études. Donc oui, c'est très long. Alors c'est très long pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, bien qu'on ait de droit privé, on est un pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir adjudicateur. On vit de financement public et donc on est soumis à la commande publique. Et la commande publique, c'est des mises en consultation suivant un cadre qui est très normé et qui prend du temps. Voilà. Alors un privé va dire tiens, je veux faire travailler un tel comme architecte, il va taper à sa porte, il va se mettre d'accord sur les honoraires et il démarre. Nous, on lance une consultation pour avoir des candidatures, on analyse des candidatures, après on en retient certaines, ils nous remettent une offre. Donc déjà, pour recruter un architecte, ça nous prend 2 mois et demi. Okay. Donc déjà... Et puis après, au-delà de ça, il y a des contraintes techniques. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Donc quand tout va bien, on a des étapes, on analyse. Au fur et à mesure, on rentre de façon plus en plus précise dans le dossier jusqu'à l'appel d'offres pour recruter les entreprises. Et puis parfois, on se rend compte que finalement, on croyait que le réseau d'eau pluviale était suffisant. On analyse le sol, on se rend compte que dans le sol, il y a des trous, il y a des déchets. Et donc du coup, on ne peut plus construire exactement comme on voulait. Donc on repart en arrière. D'autres fois, on a un recours sur le permis de construire, par exemple. Et là, un recours sur le permis de construire, c'est 2 ans pour que le tribunal statue. Dans 90% des cas, il nous donne raison, puisque voilà, mais on a perdu 2 ans en fait, donc il faut qu'on recommence. Donc tout ça fait que ça peut être excessivement long, et j'ai des exemples d'opérations de la SHLMR, comme par exemple le Persan, dans le bas de la rivière, je ne sais pas si tu vois où c'est, Oui, je me souviens, il nous a fallu 10 ans. Voilà, 10 ans. C'est fou. Voilà. Donc ça peut être très très long. A contrario, il y a des opérations qui se passent très très bien. La petite Adam qu'on a fait, en 4 ans, 4 ans et demi, c'est sorti. Mais oui, et donc c'est difficile à comprendre vu l'extérieur quand ça fait déjà des années qu'on attend un logement social, se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent aussi longtemps? Mais on ne perd pas notre temps. Du coup, on comprend mieux pourquoi finalement est-ce que il n'y ait pas autant de logements qui sortent pour les 50 000 personnes qui attendent derrière un logement. Parce que ça prend du temps, tout simplement. Et il y a une chose aussi, c'est qu'il y a une phase de chantier. Une phase de chantier, c'est 2 ans minimum aujourd'hui, à condition de ne pas perdre d'entreprise. Et il faut bien être conscient que sur le territoire de La Réunion, on a une vraie fragilité du BTP. Parce qu'on peut perdre des entreprises? Oui, parce qu'elles sont liquidées au milieu du chantier. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une vraie fragilité du BTP et il n'est malheureusement pas rare d'avoir une entreprise qui est mise en liquidation judiciaire en plein milieu du chantier. Et donc, il y a parfois, elle n'est pas en liquidation, on est obligé de, nous, la sortir du chantier parce que ça fait 4 mois qu'elle n'est toujours pas venue poser son carreau, poser son robinet, etc. Okay. Donc là, c'est nous qui devenons coercitifs. Et pas de bon cœur, parce qu'on sait que ça nous fait perdre du temps. Mais on a tout ça. Donc tout ça fait que ce n'est pas des exceptions, en fait. Aujourd'hui, dans le contexte de la fragilité dans laquelle on est, un chantier sur 2 connaît des défaillances d'entreprise. Et donc, évidemment, faut retrouver une entreprise, il faut remettre le chantier en route. Donc, c'est un métier où il faut de la patience. En fait. Finalement, comme un particulier qui a du mal à construire sa maison, nous, à la SHLMR, on est aussi dedans, quoi. Oui, on est dedans. Et contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ou enfin aux messages qui sont véhiculés, parce qu'on ne le pense pas, on veut être garant de la qualité de cette construction. Si on prend autant de temps dans les études, si on va aller explorer en amont les risques que l'on peut avoir, c'est pour éviter d'avoir sur le chantier des problèmes qu'on ne saurait pas résoudre ou de la trop mauvaise qualité. Et donc ça, ce temps qu'on prend, c'est quand même du temps qui est profitable, voilà, dans la qualité de la construction que l'on sort. Voilà. On n'y va pas, on ne lance pas une entreprise en se disant bon, elle va couler son béton et puis on verra bien ce que ça donne. Non, tout est déjà préparé, étudié pour éviter des aléas qui pourraient être préjudiciables. Alors tu as anticipé ma prochaine question qui
qui consiste à la qualité justement des logements, puisque sur les réseaux sociaux ou dans les médias, surtout en ce moment, on voit certains bailleurs qui se font recadrer un peu par les médias sur la qualité des logements sociaux. Donc, comment ça se fait qu'on a cette vision du logement social qui est de moindre qualité qu'un logement privé selon toi? Et quelle est la réalité que tu vois? Alors, la réalité, elle n'est pas là. Alors, souvent, on va dire quelle crédibilité elle peut avoir la directrice générale pour défendre la qualité de ses logements, mais mon passé d'ingénieur fait que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus d'honnêteté d'esprit dans tout ça. Il n'y a pas de mauvaise qualité organisée du logement social. On sait pas du bon marché. On sait tous très bien que bon marché coûte cher. Et nous, contrairement à d'autres, on construit pour 40, 50, 60 ans. Donc, le bailleur qui fait de la mauvaise qualité volontairement au départ, il va le payer 2 fois, 3 fois dans la vie de l'immeuble. Donc, on n'a strictement aucun intérêt, au contraire, parce qu'il faut qu'on fasse vivre l'immeuble le plus longtemps possible. Donc, je dirais qu'il y a cette légende. Voilà. Après, on a des difficultés, parce que ce que je disais, quand on a un chantier où on a des liquidations d'entreprise, qu'on prend du retard, tout ça, c'est source de malfaçon potentielle sur le chantier. On perd l'électricien, il s'en va, on est en train d'analyser, être sûr qu'il a bien fait tout ce qu'il fallait, puis on laisse passer quelque chose, l'entreprise qui reprend, elle continue, boum, il y a une prise, il n'y a pas de fil électrique derrière, on ne l'avait pas vu. Donc ça, on n'est pas à l'abri, mais ça, personne n'est à l'abri sur le territoire aujourd'hui. On l'a vu sur Garance d'ailleurs, des toits qui se sont décollés, ce sont des particuliers qui n'ont pas cette capacité de contrôle. Donc on véhicule cette image de bon marché pendant que je pense que tous les bailleurs font le maximum pour que ce soit qualitatif. Voilà. Après, on fait attention à certaines prestations parce qu'il faut sortir un coût compatible au loyer. Mais on ne fait pas de la mauvaise qualité. Par contre, la difficulté du BTP aujourd'hui se ressent dans l'ensemble des constructions, qu'elles soient publiques comme privées. Parce que le BTP va mal, donc il y a de moins en moins de chefs d'équipe qui contrôlent le travail des ouvriers, et donc cet autocontrôle ne se fait pas, et donc on laisse passer certaines choses. Mais il faut, je veux dire, le mode constructif est beaucoup plus contrôlé dans le logement social que dans n'importe quelle autre construction. Ok, je vois. Et comment est-ce qu'on fait pour justement garder cet équilibre, puisque tu m'as dit que effectivement parfois des entreprises peuvent aller et venir en fonction des difficultés financières et que ce coût-là, il est calculé pour donner un loyer modéré pour la personne le locataire qui vient ensuite. Comment on fait pour garder cet équilibre-là entre construction, difficulté et locataire ensuite? Alors, comment on fait? Je tendance à dire qu'en ce moment, on le subit plus qu'on le fait. Mais en fait, le logement social, il a tout un dispositif de financement qui lui est propre et qui permet cette équation. Donc d'abord, on a des financements de l'État qui sont importants sur le territoire, beaucoup plus importants que n'importe quel autre territoire français. L'outre-mer a un dispositif de financement qui est par des subventions qui est plus importante que dans l'Hexagone. Voilà. Et donc l'enjeu du coût, quoi qu'on en dise, est moins important chez nous que dans l'Hexagone, puisqu'on a des financements de l'État qui sont présents. Et puis derrière, on va aller chercher d'autres sources de financement, comme Action Logement Service, qui aide beaucoup les bailleurs pour justement fournir du logement aux gens qui travaillent, aux salariés du secteur privé. Donc notre enjeu à nous, c'est d'essayer de rester dans le coût qu'on s'était imaginé de l'opération. On fait un bilan, un budget, voilà, on peut le faire quand on construit sa maison à titre particulier. On dit il y a un coût du foncier, un coût des travaux, un coût d'études. Voilà, j'ai un budget de 300 000 € pour construire ma maison, il faut que je rentre dedans, et bien nous, on fait pareil. Alors maintenant, comme on sait qu'il y a des aléas, on met dans notre budget des aléas. Voilà. Okay. Et puis, on met ce qu'on appelle les révisions de prix, parce que l'entreprise, si elle démarre en novembre 2022 et qui est finie en février 2024, le prix peut augmenter un peu. Donc tout ça, on l'anticipe pour que justement, on ne soit pas se retrouver comme un particulier qui a un budget de 300 000, puis à la fin, ça coûte 340 000, mais les 40 000 €, la banque ne lui prête pas, il ne les a pas sur son compte, donc comment il fait? Voilà. Nous, on n'a pas le droit de se retrouver dans cette situation-là.
Alors, on a évidemment un peu de ce qu'on appelle nos fonds propres, notre apport personnel, si on veut le comparer. Voilà. Donc, c'est ça qui peut augmenter, évidemment. Mais l'enjeu pour nous, c'est de maîtriser. Et c'est ça la valeur d'un bon responsable d'opération. C'est pour ça qu'on a ces chargés d'opération. C'est d'arriver à faire un budget en anticipant le coût de tout ce qui peut arriver. Alors, dans une moindre mesure. Bien sûr. Mais c'est ça la qualité d'un bon budget qui va faire qu'on aura le financement qu'il faut et qui, on sait, sera compatible avec le loyer de sortie. Parce que tout ça, on le regarde. Voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le loyer, il est complètement corrélé au montant des emprunts que l'on fait. Puisque le loyer, il sert à rembourser les emprunts, ni plus ni moins. Et puis, évidemment, à entretenir, à gérer l'entretien courant. Mais voilà, donc c'est beaucoup d'anticipation et de projection, en fait, le travail de responsable d'opération. Il n'y a pas une petite boule de cristal en bas, là, avec les chargés d'opération, malheureusement. Du partage d'expérience, ça s'appelle du retour d'expérience. C'est pas une boule de cristal. Justement, il ne faut pas que ce soit une boule de cristal. Et c'est ça la valeur de l'expérience. Donc, c'est clair. On a une équipe forte et soudée en bas. Je voulais savoir aussi, tu as parlé des partenaires, tu as parlé de l'État, on a parlé un peu des mairies, etc. Finalement, qu'est-ce qu'ils attendent un peu de nous et de notre compétence de construire des logements sociaux? Puisque nous, les locataires, ils attendent qu'on leur construise des logements, qu'on leur donne des logements, qu'on leur fournisse des logements. Mais qu'est-ce que nos partenaires attendent de nous finalement? En théorie, ils doivent attendre la même chose. Alors, sur la construction, parce que l'objet social de la SHMR, ce n'est pas que de construire. On est bailleur social, donc c'est surtout de louer, d'entretenir derrière. Alors, il y a eu une époque où on attendait beaucoup de construction. On se rend compte que si on construit moins, c'est peut-être parce qu'il y a un petit peu moins d'attente. Alors, l'État attend de nous qu'on construise. L'État local, la DEAL qui est le représentant de l'État, la préfecture, soutient toujours une volonté de construire pour répondre à la demande. On est quand même un territoire où il y a beaucoup de demandeurs. Mais après, il y a aussi une très très forte attente sur la réhabilitation du parc. Et ça, c'est, je dirais, à La Réunion, on est dans cette période de vie des bailleurs qui fait que la réhabilitation devient un enjeu. Contrairement à la métropole, le parc social est beaucoup plus jeune à La Réunion. C'est la ICDR qui a commencé il y a 75 ans, mais alors c'est pas tout à fait le parc social d'aujourd'hui. Le Chaudron a 50 ans. Je pense que c'est un emblème, le Chaudron pour le logement social à La Réunion. Et donc, on arrive, nous, les bailleurs, pour les plus gros, à l'ère où notre parc a besoin fondamentalement de réhabilitation. C'est arrivé plus tard que l'Hexagone parce que le parc est plus jeune. Et on est en plein dedans. Et donc là, il y a un vrai enjeu de réhabiliter. C'est pour ça que nous, on s'est lancé dans une réhabilitation massive de notre parc. Et ça, il y a une très très forte attente. D'abord parce qu'on a du patrimoine dégradé. Au-delà de la qualité de la construction, on a des dégradations sur le parc parce que le climat de La Réunion dégrade plus vite aussi en moyenne que l'Hexagone. Okay. Donc il faut qu'on traite de façon plus importante. Voilà. Et puis ils attendent de nous qu'on attribue beaucoup plus au-delà je dirais, de construire. L'enjeu, c'est de trouver un logement à chaque personne qui attend. Donc ça peut être du logement qu'on a déjà dans notre parc, qu'on réhabilite, ou du logement neuf, ou des mutations, parce que l'enjeu aussi, c'est de fournir un parcours résidentiel aux habitants de nos logements, et pas de faire en sorte qu'on y rentre en 1960 et en 2000, on y est toujours. L'idée, c'est d'essayer de proposer des logements en fonction des ressources qui évoluent et de la famille qui évolue. D'abord, elle grandit, puis après, elle se réduit, et il faut qu'on soit capable de ça. Je crois qu'il y a une forte attente. Et aujourd'hui, l'enjeu du vieillissement, par exemple, de la population réunionnaise est vraiment au cœur des préoccupations politiques et sociales. Donc là aussi, on nous attend sur cet accompagnement. Et puis, le dernier enjeu sur lequel on nous attend, c'est l'accompagnement social de nos habitants, de plus en plus. C'est-à-dire que le mot bailleur est en train de s'effacer derrière le mot social. Voilà. Parce qu'on souhaiterait que les bailleurs
prennent en charge l'isolement des personnes âgées, l'accompagnement à l'insertion économique des jeunes. Enfin, c'est très très varié ce qu'on attend de nous aujourd'hui, parce que les problématiques sociales augmentent et que le financement public de cette problématique, de cette lutte contre la problématique sociale diminue. Voilà. Et puis on l'a vu là vendredi, on a signé une convention avec l'État sur la sécurisation et la tranquillité du parc social. Et ça, c'est un des enjeux qui nous arrive, mais qui est un enjeu sociétal. On a une population qui est de plus en plus en attente de mesures de plus sécuritaires, parce qu'on a un sentiment, qui n'est pas complètement un sentiment, d'une augmentation de la délinquance, et on a envie de se sentir en sécurité et bien chez soi, ce qui est une revendication légitime. Voilà. Et donc, du coup, ça se déplace vers les bailleurs sociaux qui gèrent des parcs importants, donc qui sont des acteurs importants, nous disant maintenant il faut renforcer la sécurité, la tranquillité. Et on a fait de la tranquillité résidentielle à la SHLMR cette année un axe prioritaire de notre travail. On a un groupe de travail, on essaye de mettre en place un dispositif d'évaluation et aussi d'embarquer les habitants, parce que la tranquillité résidentielle, elle se construit avec les locataires. Ça ne se décrète pas, c'est souvent d'abord du vivre ensemble qu'il faut maintenir, traiter les problématiques de troubles de jouissance majeure, il y en a quelques-uns. Mais c'est ça, tout ça, je pense que c'est de plus en plus là-dessus qu'on nous attend, même si l'enjeu de la construction est majeur. Je suis intimement convaincue que si on ne traite pas tous ensemble, ce n'est pas un problème que des bailleurs sociaux, si on ne traite pas l'enjeu de la sécurité et de la tranquillité résidentielle de façon plus importante, on n'arrivera pas à construire plus. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les enjeux sociaux et politiques. Si le logement social reste marqué d'une image où il s'y passe des troubles, on n'a pas envie de faire construire des bâtiments dans lesquels il y aurait des troubles. Alors c'est caricatural ce que je dis, parce que moi je ne le pense pas. Je pense que les troubles de jouissance ne sont pas liés qu'au parc social, parce qu'elles ne sont pas toujours corrélées en fait, au niveau social des familles qui sont dedans. Mais on regroupe quand même. Et donc, si on ne s'attaque pas solidement à ça, qui est un enjeu politique majeur, on le voit à travers les élections, les revendications de la population, et donc elle est très marquée dans notre parc. Si on ne traite pas ça à la hauteur de ce que ça doit être traité, on aura toujours des freins à construire du logement, alors qu'on pourrait appeler abordable plutôt que social, parce que c'est marqué social. Mais voilà, donc on est très attendu là-dessus. La difficulté, c'est que tout seul, on n'y arrivera pas. Parce que quand on parle de sécurité, on parle de sanctions, on parle aussi de sensibilisation, ça on peut faire. C'est au-delà des compétences. Oui, on n'a pas de pouvoir de police. Donc quand vous avez vraiment quelqu'un qui ne se soumet pas à l'attente qu'on a vis-à-vis de lui, qui reste de la médiation ou de la sensibilisation, il n'y a plus que la sanction ou la peur de la police qui peut agir. Et là, du coup, on a besoin effectivement de travailler avec les acteurs que sont les forces de police et la justice, pour aussi de temps en temps dire qu'il faut que ça s'arrête et on met en place des sanctions. Ça, nous, on reste qu'un propriétaire de logement quelque part. On n'est pas donc plus, beaucoup d'attentes finalement à notre égard, autant sur les constructions, loger une population qui subit une croissance vraiment très importante, mais aussi au-delà de ça, on a parlé de l'action sociale qu'on avait vu dans l'épisode précédent, vous pouvez aller le visionner avec Arash. Mais aussi la tranquillité résidentielle, donc plein de sujets finalement autour du logement social. Je voulais peut-être préciser quand même, compléter ce que tu dis. C'est pas que du logement social, c'est du logement. En fait, le logement, il est au cœur de la vie économique et sociale. En fait, c'est peut-être ça qu'on a un petit peu oublié dans les politiques publiques ces derniers temps. C'est normal en fait qu'on soit autant au cœur de tout, parce que sans toi, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'éducation, il y a des fois des problèmes de scolarité, il y a des problématiques d'accès à la culture. Donc en fait, le logement, il est vraiment, c'est la base de la pyramide de Maslow. Si tu n'as pas de toit, voilà. Et donc du coup, dans une société qui connaît une crise du logement, tout ça devient exacerbé. Et du coup, l'attente qui est vis-à-vis des propriétaires de logements, elle devient de plus en plus forte. Donc, ce n'est pas propre, à mon avis, qu'aux bailleurs sociaux. C'est vraiment l'enjeu que représente. On prend conscience que le logement, c'est le cœur, en fait, même
du développement de la famille et que ça Mmh. doit être pris à la hauteur de ce que ça représente. Et en tant que directrice générale, tu as souvent des rendez-vous, j'imagine, avec les élus locaux. Comment ça se passe la relation avec les maires, avec le préfet? Est-ce que vous vous entendez bien? Comment est-ce que vous négociez le foncier qui appartient peut-être à la mairie? Comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, je pense qu'on n'est pas obligatoirement là pour s'entendre bien, mais on est là pour se comprendre. Ce qui est Mm. important dans la relation, d'abord, ce qui est important dans la relation à tous les acteurs publics, que ce soit les maires ou le préfet, c'est l'écoute. Mm. Voilà. Un maire, il construit la politique publique de son territoire. Donc, si on ne l'écoute pas, si on n'entend pas ce qu'il dit, si on ne comprend pas quel est son programme politique et le programme pour sa ville, bah, on ne s'entend pas avec du coup. Parce qu'évidemment, on donne le maire, et pour lui, et à juste titre, doit être un outil. Même si aujourd'hui, ce n'est plus les maires qui financent le logement social, bah, ils nous accompagnent à travers le permis de construire, à travers la garantie d'emprunt et à travers, comme tu le dis très justement, je vais y revenir, le foncier éventuellement. Donc c'est important. Ce qui est important, c'est d'écouter, de comprendre les préoccupations de cet acteur du territoire. Le préfet, il est sur une envergure plus importante. Et là, sur la sécurité, il nous a très clairement fait part à l'ensemble des bailleurs de son attente, qui est, je vais faire certains exemples, parce qu'il faut absolument qu'on renforce la sécurité. Donc voilà, il est très clair. Et donc, mon travail à moi, c'est effectivement de dire au préfet, on vous a entendu. Après, il y a des limites à tout. Comme je dis souvent, on a le pouvoir de dire non si ça ne va pas dans le respect des règles, dans l'intérêt de l'entreprise et de ce pourquoi elle est faite. Voilà, pas faire des choses qui ne sont pas dans notre statut social. On reste qu'un bailleur social, on peut pas tout faire. Bien sûr. Mais souvent, ce qui est important et ce qui peut faire une force, c'est d'apporter des solutions. Non, on ne peut pas faire ça, mais par contre, on peut peut-être travailler comme ça. Voilà. Et ça, c'est l'écoute. Voilà. Donc, voilà, on a des relations des fois qui sont tendues, ce qui est normal. On défend pas toujours les mêmes intérêts. Mais à partir du moment où il y a de l'écoute, de la compréhension et qu'on travaille de façon commune à trouver des solutions qui répondent en fait à l'attente des politiques publiques, je pense que ça peut que bien se passer. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai. Et sur le foncier, pour répondre à ton autre question, les communes, elles ont elles aussi besoin de financement. Elles sont de moins en moins financées. Il y a de plus en plus aussi d'attentes de la population vis-à-vis des maires. Donc, moi, j'ai connu une époque où le foncier des bailleurs sociaux, il venait surtout des communes qui consentaient bail à construction à l'euro symbolique. C'est-à-dire que le foncier pouvait ne rien coûter aux bailleurs. C'est incroyable. À partir du moment où ils construisaient du logement social. C'était une politique publique. Voilà. Et donc, ça passait par ça. Les maires, ils voulaient du logement social, donc ils amenaient leur terrain à l'euro symbolique. Ça, c'est fini. Voilà. C'est très, 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 très exceptionnel quand on arrive à faire ça, parce que les maires ont besoin d'argent pour construire leur politique publique. Donc aujourd'hui, ils font tous des appels à projets. Ils mettent en concurrence, je dirais, les bailleurs, pour savoir lequel va finalement faire le meilleur projet avec, alors pas toujours le meilleur prix. Il y a des maires qui vont pondérer en disant celui qui sera le plus près de la nature de la construction, je veux faire. Il y a des maires qui font des efforts encore sur les valeurs de foncier. Je dis pas que, mais pour eux, c'est une source aussi de financement de leur politique publique. Donc c'est un petit peu plus, c'est moins facile qu'avant pour le bailleur. Voilà, on paye à la valeur de ce qu'il est, donc qui est donné par l'avis des domaines, en règle générale. D'accord. Et j'aimerais bien aborder une question un petit peu plus d'ensemble, un petit peu plus stratégique, même si tu m'expliques déjà pas mal de choses au-delà des questions que je te pose même. Et je dirais, comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir de la construction à La Réunion? Est-ce que tu le vois différemment? Est-ce qu'on pousse à aller toujours dans la même direction? Comment tu vois les choses? C'est une question compliquée, ça, Eric. Moi, je suis un peu inquiète pour les années qui arrivent là. On est vraiment... alors, dans la construction du logement social, dans sa forme actuelle, je suis inquiète parce que
Parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Cette année, la LBU n'est pas arrivée. On attend un décret pour réhabiliter. Moi, je crains fondamentalement que le BTP ne soit pas au bout de ses peines parce que justement, on a là une année particulièrement difficile qui nous freine dans la construction et la réhabilitation. Et donc, ça va avoir des conséquences. Et donc, si je dis ça, ce qui n'est pas complètement ta question, j'ai bien compris, c'est que pour pouvoir envisager une évolution de la construction, ça ne se fait pas sans le BTP. Et si le BTP est éminemment fragilisé, on va avoir du mal à imaginer et construire la construction de demain. Comment on peut faire amener certaines machines, est-ce qu'on peut changer de mode constructif, comment on décarbone, parce que je pense que c'est un peu tout ça, comment on peut essayer d'aller chercher un peu plus de matériaux locaux. Tout ça, c'est quelque chose que le maître d'ouvrage, celui qui construit, de donneur d'ordre, donc le bailleur social qu'on est en l'État, peut insuffler, mais ça ne se fait pas tout seul. S'il n'y a pas une filière derrière, s'il n'y a pas des entreprises qui investissent elles-mêmes dans l'innovation, et c'est là où j'ai du mal à me projeter. On sent de toute façon que décarboner la construction, c'est indispensable. Et on le voit, Cementis a sorti ses premiers bétons bas carbone. Voilà, donc, pays, c'est-à-dire fabriqué localement. Donc tout ça, c'est riche d'espoir. On a le laboratoire des matériaux qui essaye de développer des matériaux nouveaux à partir de déchets, à partir de matières premières locales. Tout ça, c'est excessivement pourvoyeur d'espoir dans le fait qu'on mette notre ingénierie territoriale au service d'une construction qui serait plus durable et moins impactante environnementalement parlant. Mais après, il y a des tas de choses qu'on a déjà essayé, des préfabriqués. L'immeuble dans lequel on est, c'est un immeuble qui a été construit par préfabrication. Donc on en reparle aujourd'hui. On parle du hors-site. Alors le hors-site, c'est intéressant, mais on ne peut pas le faire comme on l'a fait avant. Donc il y a une nécessité d'évoluer, très clairement. Mais j'ai un peu de mal à me projeter et te dire dans 10 ans, on aura beaucoup moins de béton, on fera plus comme ça, la construction de bois, on n'a pas de filière bois à La Réunion, donc il faut importer le bois de l'autre bout de la planète. Donc je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut continuer à construire. L'INSEE l'a dit, 172 000 logements, alors 115 000 logements nouveaux, le restant c'est plutôt pour pallier au déficit actuel. Comment on va construire dans les années? Je pense qu'il faut surtout que l'atout majeur du territoire qu'est La Réunion, beaucoup plus que dans d'autres départements d'outre-mer, c'est notre ingénierie. Voilà. On a une école d'ingénieurs, on a maintenant la première école nationale d'architecture, la seule des Drômes et la seule du bâti tropical. Elle attire des étudiants du monde entier sur le bâti tropical. Ça, c'est une énorme richesse. Qui peut pallier, aider un BTP qui est en difficulté. Mais si on ne s'attaque pas effectivement à la filière BTP, on n'arrivera pas à passer au cap d'après. Mais on a l'ingénierie, ce qui est déjà beaucoup. On a l'ingénierie, on a des structures de formation assez performantes, donc on a une bonne base. Mais je sais que je ne réponds pas complètement à la question, mais parce que je ne sais pas complètement y répondre en fait. Je vois. Je vois dans le sens où tu as une vision pragmatique de la situation et effectivement, en tant que directrice générale, tu vois peut-être le pire dans la situation pour être plus apte à réagir du coup aux enjeux futurs peut-être. Je ne sais pas si je vois le pire, mais il faut être lucide. Tout à fait. C'est de la lucidité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte très favorable. Il faut être clair, on est dans un contexte qui est inquiétant là pour les quelques années à venir. Après, derrière cette lucidité, ce que je veux insuffler, c'est de l'espoir. C'est le fait qu'on a des atouts et qu'il faut qu'on se serve de ces atouts-là pour passer le cap de la difficulté. Mais le cap difficile, c'est pas que La Réunion, c'est pas que le logement. C'est-à-dire, on le voit bien au niveau des contraintes budgétaires qui nous arrivent, de la difficulté d'approvisionnement dans le monde, de la posture des États-Unis. Enfin, je vais pas faire voilà, mais tout ça, indirectement et directement, ça nous impacte. Donc, on sait bien que là, on est dans un contexte qui n'est pas le plus favorable qu'on ait connu. Voilà. Donc, il faut en être lucide parce que s'il n'y a pas cette lucidité-là, on ne va pas mettre les bonnes actions en face, en fait. Voilà. Donc, c'est certes du pragmatisme, mais c'est surtout
Si tu veux construire un bon plan d'action, il faut toujours un bon constat. Si ton constat il n'est pas bon, tu ne pars pas sur de bonnes bases. Sûr. Voilà, donc la construction à La Réunion, elle va continuer. On a des enjeux et on est assez bon sur l'enjeu de la résilience climatique. Hein, on l'a vu avec Garance, que les cyclones, ça peut être assez violent. On l'avait un petit peu oublié. Alors, il n'y avait rien de nouveau dans Garance. Hein. Il y a eu des cyclones par le passé qui ont été tout aussi violents. Mais on a densifié la population, on a plus de population, il y a moins d'espace. Donc évidemment, les conséquences sont beaucoup plus fortes. Et tout ça, ça doit nous faire réfléchir. Donc là, on a, je dirais, on peut être un laboratoire, moi j'ai toujours dit, sur le réchauffement climatique. On maîtrise le confort thermique d'été, ce que la métropole est en train de découvrir. On a des atouts pour... parce que, tu vois, les cyclones, je fais un aparté, mais les cyclones, c'est une contrainte, ça fait des dégâts, mais notre préparation au cyclone est largement perfectible. Mais on est quand même vachement mieux préparé qu'un territoire hexagonal face à une tempête. Je veux dire, on a des dispositifs qui existent, les alertes, les machins. Ça n'existe pas sur le territoire hexagonal. D'accord. Non. Ok, ça, je ne savais pas. Ouais. Non. Okay. Ils sont en train de nous regarder en disant « mais ils font des trucs intéressants, l'outre-mer. » Mais oui, en tant que nous, on sait qu'on fait des trucs intéressants. Tous les ans, on se prépare. Voilà, on se prépare, il y a des dispositifs. Aujourd'hui, on a beaucoup de dispositifs de retour d'expérience suite à Bellal et à Garance, parce qu'il y a cette conscience que les cyclones peuvent être plus violents qu'ils ne l'étaient. Voilà, donc on va encore travailler ces dispositifs. On le fait à la SHLMR, on a travaillé ce dispositif par notre PAC cyclone. Mais tout ça, ça va continuer. Et ça, c'est une force. C'est une force et sur laquelle il faut continuer à capitaliser. Tu vois, je suis fondamentalement optimiste parce que je sais qu'on a des choses à faire valoir. Après, je suis lucide sur une situation économique qui est compliquée et qui est nationalement et internationalement compliquée. C'est pas, bien sûr. Faut pas toujours faire que focus sur le territoire. Et je continue à creuser dans ce sens-là puisqu'on en parle et tu es complètement, je pense, tu as cette vision-là de lucidité justement. D'après toi, avec ces acteurs que tu m'as cités, autant l'État, autant les collectivités, même cette école d'architecture qui a ouverte à La Réunion, tu nous as dit qu'il y a une belle ingénierie à La Réunion. Selon toi, comment débloquer avec tout ce qu'on a là la situation de difficulté du BTP et cette complexité à construire en ce moment? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour faciliter les choses? Alors déjà, il faut fondamentalement aller tous dans le même sens. C'est-à-dire que cette lucidité, cette difficulté qu'ont tous les acteurs, parce que les maires sont aussi en difficulté pour gérer leur commune, nous on est en difficulté pour construire. Il faut que l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table. Moi, je trouve qu'on ne le fait pas assez. C'est-à-dire, dans l'acte de construire, tu as le donneur d'ordre, par exemple, nous, le bailleur, particulier quand il construit sa maison, le maître d'œuvre, donc l'architecte, les bureaux d'études, tous les gens qui sont les hommes de l'art, et puis à la fin, les entreprises. Si on n'arrive pas à travailler éminemment tous ensemble dans le même sens et éviter de se renvoyer la balle, oui, alors l'entreprise va dire, oui, mais le Normand, si votre construction elle n'est pas de qualité, c'est parce que vous payez pas assez cher, vous voyez. Oui, mais quand je vous dis sur votre devis, il y a marqué 2 couches de peinture, voilà, vous me dites ça vaut tant, et qu'à la sortie, j'ai qu'une seule couche de peinture, et que là, vous me dites, ah bah oui, mais au prix où vous m'avez payé, c'est normal, je vous en mette qu'une. Je dis, ben non, mais c'est écrit. Le prix, vous aviez qu'à me mettre le prix de 2 couches. Là, vous m'avez mis dans mon devis le prix d'une couche, mais vous m'avez dit que c'était 2 couches pour que je vous fasse travailler vous plutôt que celui d'à côté. Donc, tout ça, il faut qu'à un moment, tout ça se travaille un peu plus intelligemment. Après, sur l'enjeu du financement du BTP, alors là, moi, je ne suis pas un économiste, mais c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu de structuration de la filière. Beaucoup plus d'entreprises dans les fédérations, avec des actions des fédérations du bâtiment, elles sont multiples, peut-être plus d'ingénierie, plus d'accompagnement. Il y a un enjeu financier de trésorerie, surtout dans les entreprises, donc ça, on peut y travailler. Mais l'enjeu vraiment, c'est de se dire, je ne suis pas pour ou contre le logement social, je ne fais pas de la mauvaise, machin, c'est pas de sa faute. Enfin, on est un peu dans ce schéma-là.
il y a un moment, si tout le monde unit ses forces et tout le monde essaie de réfléchir dans le même objectif, je suis intimement convaincue qu'on peut construire des choses beaucoup plus intéressantes. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire entendre au niveau national qu'on a cette ingénierie et qu'on est capable, sur certaines choses, de se prendre en main. Il y a l'enjeu des normes. On a des normes qui... alors il faut des normes, il faut des règles, parce que sinon on construit tout et n'importe quoi. Voilà, nous on va respecter des règles, mais il faut que tout le monde respecte des règles. On voit bien déjà que sur le dimensionnement vent cyclonique, il y a déjà plein de particuliers qui se font construire des maisons où les entreprises n'ont pas respecté les règles. Donc il faut des règles, il faut les contrôler. Mais quand tu as des règles qui ne vont pas dans le bon sens, voilà. Et typiquement, les normes que l'on a au niveau national, certaines sont complètement aberrantes sur un pays tropical, où le taux d'humidité est de façon permanente élevé, et on te dit qu'il faut tester vos matériaux à un taux d'humidité faible, parce que la règle, elle est comme ça. Voilà. Évidemment, ton matériau, il pourrit. Oui, il pourrit, c'est normal. Mais il est aux normes. Voilà. Donc, il faut, voilà, là-dessus, il faut qu'on ait alors le chemin est en cours, mais qu'on lève un peu cette chape de normes, ces contradictions de normes. À La Réunion, il pleut beaucoup, donc on dit qu'il faut un seuil de 15 cm entre le jardin et la varande, 15 cm. La réglementation handicapée, tu dis, ah non, il faut être moins de 2 cm. Ah oui, donc il faut c'est que en le fauteuil passe. contradiction. Oui, et ce qui est normal. Hein. Ouais. Mais ça veut dire que c'est normal que ta varande soit inondée quand il pleut. On ne sait pas faire autrement, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, il faut qu'on arrive, moi, je dis, à se faire un peu plus confiance, à travailler un peu plus intelligemment. Il faudra des financements de certaines choses, mais on peut trouver des financements au bon endroit. Hein. C'est une des... Alors, c'est pas la baguette magique, hein, j'en ai pas. Donc, mais ça peut être une des clés pour essayer de progresser beaucoup plus. Voilà. Après, on ne fera pas de miracle. Hein. Si le contexte économique, environnemental, c'est-à-dire national et international, n'est pas bon, ce n'est pas nous, sur notre petit caillou au fond de l'océan Indien, qui se porteront mieux que les autres. Mais on peut progresser fondamentalement pour essayer de mieux construire. Voilà, d'essayer de construire avec des matériaux de l'océan Indien plutôt que de les faire venir de Chine. Voilà, d'avoir un peu plus de bon sens et d'unité dans l'action. Mais pour ça, c'est toujours difficile. Hein, quand tu es une entreprise qui ne se porte pas bien, tu n'es pas dans une posture de se dire je vais écouter ce que me disent les autres pour faire autrement. Je suis en mode survie. Voilà. Et le mode survie, qu'on peut connaître dans certaines familles aujourd'hui, dans certaines entreprises, empêche de se projeter, c'est normal. Et malgré toutes ces contraintes-là, on est certifié Cali HLM pourtant. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs le Cali HLM? Je te laisse l'expliquer. Alors ça, c'est le côté gestion, parce qu'on a parlé beaucoup de la construction. Mais l'enjeu pour nous, c'est effectivement d'avoir une satisfaction de nos clients. Voilà. Un bailleur social, il y a des clients, comme n'importe quel propriétaire. On a plus de 29 000 locataires dans notre parc. Voilà. L'enjeu, c'est d'arriver à satisfaire nos clients, qu'ils soient contents du service qu'on leur fournit. Hein. Et pour ça, il y a des méthodes d'évaluation. Et Cali HLM, c'est une certification. Certification qui nous est donnée par l'Union sociale pour l'habitat. On est le seul bailleur outre-mer à être certifié Cali HLM. Et ça veut dire qu'on s'est fixé des objectifs en fait, de qualité de service et on se doit de les atteindre. Alors, un temps plus ou moins long, hein, parce qu'on sait que sur la gestion de la réclamation technique, on a encore un peu de progrès à faire. Mais ce qui est important, c'est la progression. Voilà. Donc, être certifié Cali HLM, ça veut dire prendre des engagements sur la qualité de service, se donner des objectifs et les atteindre ou du moins toujours progresser. Voilà. Donc, c'est un challenge de plus pour les collaborateurs, hein, parce que, mais c'est une démarche qualité. Je pense que dans la démarche qualité, il y a toujours du bon, voilà, quoi qu'il arrive. Je voulais faire ce petit parallèle-là, puisque c'est vrai qu'on parlait, on présageait quelque chose d'assez sombre depuis tout à l'heure, mais tout de même, on voit que pour la plupart des locataires, il en ressort du positif, et ça se sent du coup à travers notre Cali HLM du coup. Alors on a fait un petit peu le tour de la construction à SHLMR et ta vision finalement du PTP et même du logement en général. Maintenant, je veux aborder quelques petites questions personnelles et ta vision personnelle des choses. Qu'est-ce qui te fait vibrer le matin quand tu te réveilles et que tu te dis « Allez, je vais au boulot ». Alors, je vibre pas le matin. Je suis plus quelqu'un du soir que du matin, mais
Voilà, donc le matin, il faut un temps de mise en route. Non, mais qu'est-ce qui me motive comme ça? Je pense que La Réunion est un territoire excessivement motivant. Ça fait maintenant 34 ans, moi, que je suis là. Il y avait énormément de retard structurel. Et de se dire que tu contribues en fait au développement d'un territoire, et c'est plus vrai sur un territoire insulaire que quand tu es dans un territoire dont on voit moins les limites en fait. Et bah tu as toujours le sentiment d'apporter ta petite pierre à l'édifice, et ça je pense que voilà, c'est le sourire des gens quand tu remets des clés, des gens qui te disent ah, vous avez changé ma vie, mais je crois que ça remplace tout ce que tu peux imaginer en fait. Et j'aimerais que ce soit plus souvent pour les collaborateurs, parce que ça fait plaisir. Tu te dis bah voilà, il y a quelqu'un à qui j'ai apporté du bonheur, voilà, le terme de Madame la maire de Saint-Denis qui l'utilise beaucoup, mais elle a raison. Bah ça fait lever n'importe qui, même ceux qui ont du mal à se lever le matin. Franchement, c'est fabuleux. Vrai. Je peux comprendre de fou. Et en plus, je vois les sourires, je suis souvent aux inaugurations et aux remises de clés. Et parfois, ces personnes-là, ils attendent des années avant de trouver un logement. Mais et le fait d'y arriver... Ils sont parfois issus de la rue. On avait vu au Guillaume, le monsieur, et d'ailleurs le maire de Saint-Paul le reprend souvent comme exemple, qui était à la rue, sans logement. Et le logement, ça lui a permis de retrouver une cantine. Il s'est mis à jardiner, à faire un potager dans notre résidence. Enfin, c'est là que je te dis, quand le logement, c'est au cœur de tout. En lui donnant un toit, on a recomposé la vie de ce monsieur qui, du coup, redonne du baume au cœur à d'autres personnes parce qu'il s'est mis. Voilà, donc c'est, voilà, ça va au-delà même des fois d'attendre. C'est des fois, quelque part, de redonner le goût à la vie. Ouais. Toi qui as vu beaucoup de résidents sortir de terre à la SHLMR, de toute ton expérience ici, lesquels, est-ce que tu en as un ou particulièrement ou plusieurs résidences qui, selon toi, est une grande fierté? Tu la vois, tu te dis ah, ça c'est moi, ça. Alors j'ai une énorme chance en fait. C'est comme j'ai travaillé toute mon carrière professionnelle à La Réunion, il y a plein d'endroits où je passe et je sais que j'y ai contribué. C'est vraiment ma fierté en fait. Alors pas que dans le logement social d'ailleurs, voilà, parce que le giratoire de l'entrée du Port-Est, c'est moi qui l'ai dimensionné. Ah c'est vrai? Ouais. C'est incroyable. Voilà. Et donc ma fille, à chaque fois qu'elle passe, elle dit ah c'est le giratoire de maman. Je suis pour pas autre chose, mais voilà. Donc il y a des trucs comme ça. Donc je sais pas si j'ai plus de fierté sur certaines résidences que d'autres. Des fois je suis un peu attristée. Parce que ce qu'on s'était imaginé n'est pas là, mais voilà, mais on fait des belles choses. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand, tu vois, on a fait à la Plaine des Palmistes, mais on l'a fait aussi à Saint-Pierre, on concerte les habitants et qu'on se rend compte qu'on arrive à faire des choses qui, effectivement, intègrent vraiment la vie des habitants. Après, on a des très beaux ouvrages, il y a des très belles résidences, voilà, mais voilà. La fierté, c'est plutôt quand on est vraiment arrivé à satisfaire le besoin et que les gens ont le sourire. Je pense que voilà. Mais j'ai cette chance-là, ouais. Et c'est souvent ce que je dis aux plus jeunes, le BTP, dans le sens large, l'acte de construire, c'est excessivement valorisant parce que tu peux dire à tes enfants, t'as vu l'immeuble qui est là? Ben, papa, maman, il y a contribué. Et il devrait y avoir plus de gens qui se tournent vers ce métier-là, parce que c'est pas un métier facile d'être sur des chantiers, mais c'est quand même excessivement valorisant de pouvoir montrer ce à quoi on contribue à ses enfants. Je crois. Clairement. Et surtout, c'est des choses qui restent pendant des années. Enfin, la SHLMR a plus de 50 ans, et on a des logements qui sont tout aussi vieux que la SHLMR finalement. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc il y a même des petits-enfants qui ont pu en parler. C'est clair. Je crois qu'on a fait le tour, Valérie. Je te remercie d'avoir été présente et de nous avoir donné ton temps, surtout pour répondre à ces questions-là. Si je peux me permettre le mot de la fin, on fait un métier qui est utile et noble. Et voilà, et si je devais finir sur une touche, ce serait celui-là, parce qu'il faut encourager tous les jeunes à se tourner vers nos métiers. Voilà. Merci Ulrich en tout cas. Merci. Merci à tous nos auditeurs et à tous nos spectateurs d'avoir écouté et regardé le podcast. Donc je vous invite surtout à nous suivre, à suivre les prochains épisodes. Le prochain sortira très prochainement. Donc restez connectés.
likez, partagez, commentez le podcast. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et dites-nous aussi ce que vous voulez entendre et écouter de la SHLMR, puisque c'est pas souvent qu'on voit le backstage du logement social. Donc c'était le podcast de la SHLMR. On se retrouve très bientôt.